Pierre Lévy, bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. J'ai lancé en 2000 le mensuel Rupture, qui s'appelait à l'époque Bastille République Nation, et qui est un mensuel qui traitait et qui traite toujours des questions européennes de manière radicalement critique. Alors dans une vie antérieure, j'ai été syndicaliste dans une grande entreprise de la métallurgie et d'autres expériences de ce type. Mais donc depuis l'année 2000, je dirige la rédaction du mensuel Rupture, qui est devenu désormais un média en ligne, pour des raisons diverses et variées, c'est-à-dire que nous avons pour l'instant abandonné le format imprimé pour nous consacrer aux médias et à notre site. Donc voilà, j'anime la petite équipe du journal, toujours sur le thème de l'Europe, thème qui va faire probablement l'objet de notre échange. Pourquoi avoir signé cette pétition référendum-ue.org? Alors, pour une raison simple, c'est qu'il faut que cette question de l'Union européenne vienne plus que jamais et plus massivement que jamais dans le débat public. C'est une manière que les citoyens s'emparent des questions, en débattent de manière contradictoire. Chacun se rappelle sans doute le référendum sur le projet de traité constitutionnel qui avait, dans le pays, provoqué et permis un débat sur les grandes questions européennes. Et c'est ça qu'il faut viser à nouveau, de manière à ce que les citoyens s'en emparent, débattent entre eux, débattent des grandes questions, puisque fondamentalement, quand on parle de l'Union européenne, on parle de toutes les grandes questions. Donc le référendum est une bonne manière, pas seulement de trancher une question, mais d'avoir tout ce processus démocratique qui aboutit au vote. Quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur votre activité? Eh bien, elle la nourrit, c'est-à-dire que notre journal, notre média dont on va sans doute reparler, a pour focus principal l'Union européenne en l'abordant de manière radicalement critique. Nous avions un intitulé, un sous-titre qui était mensuel progressiste radicalement eurocritique. Donc nous traitons des questions qui sont à la fois des institutions européennes et des différents pays membres, de l'actualité des différents pays membres, vus à travers le prisme de l'intégration et du combat contre l'intégration. Mais nous sommes journalistes, c'est-à-dire que notre propos est de donner des informations et de proposer des analyses, et nous ne sommes pas des militants, c'est un autre aspect qui est tout à fait louable. Mais nous, notre propos premier, c'est d'informer et de proposer des grilles de réflexion et d'analyse et de débat. À quel moment avez-vous cessé de croire en l'Union européenne? Alors la question est amusante parce que c'est de croire, ça renvoie à une croyance presque religieuse. Pour ma part, j'ai toujours été athée, et en particulier concernant l'Union européenne, je n'ai jamais commencé à y croire. Et c'est pas aujourd'hui que je vais m'y mettre, évidemment. J'ai toujours eu ce sentiment que c'était une construction, une volonté de la part des élites dirigeantes européennes et aussi américaines, mais on va sans doute y revenir, de soustraire la souveraineté à chacun des peuples. Et donc, sur cette base-là, je n'ai jamais eu d'illusion sur ce que pouvait être l'Union européenne, qui s'appelait avant les communautés économiques européennes et qui ont été lancées et fondées au moment du traité de Rome. Quelles sont les 3 critiques que vous adresseriez à l'Union européenne? 3 n'est pas un bon chiffre, c'est trop peu ou trop. J'ai envie de dire, il y en a une fondamentale et dont toutes les autres découlent. Fondamentalement, c'est ce que je viens d'évoquer, l'Union européenne est faite pour faire en sorte que les peuples n'aient plus leur mot à dire sur leur propre avenir, sur les grandes décisions qui déterminent non pas leur destin, comme on l'entend tout le temps, mais leur avenir. Et donc, dès lors où il s'agit de soustraire cette souveraineté, de voler, de kidnapper cette souveraineté et de faire en sorte que les peuples continuent à voter, mais quel que soit leur vote, les règles restent par un certain nombre de mécanismes de l'intégration européenne, notamment l'effet de cliquet, c'est-à-dire une fois qu'une décision est adoptée, on ne peut plus revenir en arrière, quels que soient les choix électoraux des uns et des autres. Donc fondamentalement, ce n'est pas 3 critiques, c'est 7 critiques, c'est plus qu'une critique, je mets en cause le fondement même de l'Union européenne. Alors bien sûr, de ça découle tout un certain nombre de choses sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur tous les plans. Et ça retentit bien sûr, ça a des conséquences sur la vie quotidienne, sur la vie de millions de Français pour ce qui nous concerne, et d'Allemands, d'Italiens, de Polonais, etc. Et donc, mais fondamentalement, c'est important cette question parce qu'on a l'impression, pour certains,
notamment tous ceux, et ils sont nombreux, qui militent entre guillemets pour une autre Europe, qu'il faudrait corriger un certain nombre d'aspects et que finalement, une fois les aspects corrigés, eh bien, ça serait une bonne idée, quoi. C'est un peu l'idée. Les intentions étaient bonnes, mais ça a été détourné. Non, je ne crois pas. Je crois que fondamentalement, les intentions des pères de l'Europe, comme on les appelle, qui sont de différentes sensibilités, mais qui se sont unis pour imposer cette chape sur la démocratie, ces intentions sont claires et elles ne se déclinent pas, elles ne peuvent pas être réglées simplement en disant on va corriger tel défaut ou on va faire plus social ou plus démocratique ou moins libéral. Non, le fond de l'affaire, c'est récupérer sa souveraineté. Alors le mot souveraineté est un mot qui a gagné beaucoup de notoriété depuis que l'actuel président de la République, dès sa première élection, l'a détourné, l'a renversé en quelque sorte, puisqu'il parle de souveraineté européenne, mais là je parle bien de souveraineté nationale, c'est-à-dire le seul cadre politique dans lequel les peuples, au sens politique, peuvent et doivent prendre des décisions. Pourquoi, selon vous, faut-il en passer par un référendum? Alors, ça nous renvoie à ce qu'on a évoqué il y a quelques instants. Donc, fondamentalement, le référendum, c'est d'abord une manière de débattre. Moi, je souhaiterais vivement, et c'est pour ça que j'ai signé cette pétition, qu'on puisse avoir cette perspective d'un peuple qui décide sur la base des débats démocratiques. En même temps, mon métier m'a appris qu'il ne se passe jamais ce qu'on a prévu qu'il se passe, ni forcément ce qu'on souhaite qu'il se passe, ou à l'inverse, il ne se passe jamais ce que les dirigeants européens souhaitent qu'il se passe. Et donc, on est dans une indétermination. Et est-ce que la sortie de la France de l'Union européenne prendra la forme d'un référendum ? Est-ce qu'elle prendra une autre forme par rapport, par exemple, l'implosion de l'Union européenne avant qu'on ait eu le temps d'en sortir ? Pourquoi pas ? Est-ce que ça se traduira par un bras de fer tel sur une question sur une désobéissance à l'Union européenne sur un point fondamental qui fait qu'on se mettra en situation d'être foutu dehors ? Je ne sais pas comment les choses peuvent se passer. Encore une fois, le référendum est un outil, et je faisais référence à 2005, fondamental et formidable pour provoquer le débat. Et donc finalement, c'est au moins aussi important que le résultat. Le résultat, parce que moi, je suis français, donc je parle du point de vue d'un citoyen français. Outre le journaliste, je suis aussi un citoyen, donc je souhaite effectivement que l'Union européenne, que la France ne fasse plus partie de l'Union européenne. Mais je pense qu'il est légitime pour un Allemand de penser que l'Allemagne, qu'il souhaite qu'elle ne fasse plus partie de l'Union européenne, même chose pour un Italien, un Polonais, un Espagnol. Et donc, ça sera à chacun de décider. Mais fondamentalement, on est quand même dans une... Mais je ne vais pas anticiper sur la suite de notre conversation, mais on est dans une situation où les partisans de l'intégration européenne sont quand même en difficulté sur un nombre important de plans. Et je veux le dire d'une phrase, peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir, mais il y a eu on a fait un article sur notre site. Il y a quelques jours, il y a un éditorial important qui est paru dans le plus grand journal des milieux d'affaires allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, alors que c'est un journal qui n'a jamais caché depuis 70 ans son attachement à l'intégration européenne, qui met de manière extrêmement violente en cause les bases mêmes de l'Union européenne en disant, on nous disait que les pays allaient se renforcer en étant ensemble, c'est le contraire qui se passe, on se tire tous mutuellement vers le bas. Et tout était au vitriol sur ce ton-là. Et c'est le journal, j'allais dire, c'est un petit peu pour les Français, pour situer, c'est à mi-chemin entre les Échos et le Figaro. Et ce journal, qui est un journal extrêmement européiste, signe un éditorial il y a quelques jours, le 30 octobre je crois, sur ce thème. Alors, j'en déduis pas que tout s'est retourné en un jour, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Allemagne, et l'Allemagne n'est quand même pas un pays totalement indifférent ni anodin dans l'Union européenne, en Allemagne même, il est possible, il est probable qu'un certain nombre de milieux dirigeants, il y a un certain nombre, pas tous, se posent la question de l'intérêt à poursuivre cette aventure et sont peut-être tentés de, selon les termes de l'éditorial en question, de faire revenir au devant de la scène des États-nations forts. Donc tout ça pour répondre à votre question, je ne sais pas comment les choses se passeront. Je souhaite que la France ne fasse plus partie de l'Union européenne. La manière dont elle la quittera, personne ne peut savoir. Ça peut être une implosion, ça peut être une décision de sortie du peuple, et ça peut être aussi un processus politique que nous n'imaginions pas aujourd'hui. Quelles sont les 3 premières décisions que vous voudriez voir prendre une fois que la France sera sortie de l'Union européenne?
Alors, mon premier réflexe, ça serait de ne pas répondre à cette question, parce que fondamentalement, le but de la sortie, c'est de recouvrer la liberté de prendre des décisions politiques par le peuple. Et donc, on mélange deux questions. C'est-à-dire, si on considère que le plus important, c'est de se libérer de ce joug-là, alors ensuite, les décisions à prendre sont fonction des sensibilités du débat public contradictoire en France. Il y avait une droite et une gauche. Hélas, notamment du fait de l'intégration européenne, ces concepts ont perdu de leur valeur. J'espère qu'on les reconquérera un jour. Mais moi, j'ai évidemment des idées en tant que citoyen. Mais j'allais dire que ces idées sont peut-être contradictoires avec d'autres personnes, d'autres journalistes, d'autres citoyens qui souhaitent se libérer de ce joug et en même temps prendre de toute autre mesure. Donc moi, alors bon, pour ne pas frustrer quand même, pour ne pas avoir donné l'impression que je me soustrais à la question, il y a des décisions sur le plan social qui sont importantes à prendre, du point de vue du progrès social, hein, du point de vue des millions de gens qui ont, comme on dit, du mal à finir le mois, à joindre les deux bouts. Il y a des décisions politiques sur les processus, et évidemment on parle en situation où le théâtre actuel donne dans le grotesque. Et puis il y a des décisions géopolitiques importantes qui seraient, à mon sens, mais j'ai répondu une phrase, mais c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un débat en tant que tel, bien entendu, c'est de sortir la France de ce mouvement qui pourrait, on n'y est pas heureusement, mais le risque existe que ça nous mène dans une guerre, dans une troisième guerre mondiale. Et sans employer de grands mots, je rappelle quand même que le chef d'état-major des armées, le général qui est donc un proche de Macron, Fabien Mandon, a déclaré il y a quelques semaines, à peine, qu'il fallait se préparer aux alentours de l'horizon de 2030 à un choc frontal. Et chacun a bien compris que c'était avec la Russie, c'est-à-dire un des plus grands pays nucléaires. Et donc, j'ai peur qu'on banalise un petit peu cette situation internationale extrêmement dangereuse, et pour laquelle Emmanuel Macron a une responsabilité toute particulière. Et je voudrais pointer ici le rôle d'une phrase, puisque ce n'est pas votre question, mais des conseils européens qui réunissent les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et c'est des instances dans lesquelles, j'allais dire, pour prendre une expression populaire, les dirigeants se montent le chou mutuellement et s'encouragent à faire de la surenchère, en quelque sorte, et y compris de manière guerrière. Et donc, s'il y avait une décision à prendre au plus tôt, c'est de se sortir de cet engrenage-là, de recouvrer la capacité de la France à intervenir sur le plan diplomatique, non pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais pour calmer les choses. Quelle sera, selon vous, la situation de la France si nous restons dans l'Union européenne ? Ça sera celle qu'on connaît aujourd'hui, avec une aggravation sur tous les plans. Mais déjà aujourd'hui, la situation est extrêmement pénible sur tous les plans que j'ai évoqués. La situation de la France dépendra en fait de différents facteurs, mais tant qu'il y a cette étreinte, cette emprise de l'Union européenne sur le pays, on voit mal comment une politique fondamentalement différente peut être engagée, par exemple sur le plan économique, puisque je rappelle quand même, et on va y revenir dans la seconde partie sans doute, mais qu'il y a un certain nombre de dogmes politico-économiques qui font partie de l'ADN de l'Union européenne, et sur lesquels il est exclu du point de vue de ses dirigeants d'y revenir, de revenir sur ces dogmes. Et donc, oui, il y a une aggravation, mais encore une fois, on est, et je voudrais y insister, dans un moment où les pro-Union européenne sont quand même en grande difficulté. Se querellent entre États membres à tous les étages sur la plupart des sujets, et où personne, à part quelques illuminés, encore il n'y en a plus beaucoup, personne ne parle plus d'une Europe fédérale, d'intégration fédérale. Non pas qu'ils n'en aient pas envie, mais c'est tellement loin des préoccupations. Et j'ajoute qu'un élément important, c'est que dans notre pays comme dans d'autres pays, l'Union européenne n'a toujours pas la cote, elle ne l'a jamais eue, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne gagne pas en popularité. Rappelons-nous le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019.
alors c'était sur la taxe carbone, ça a été l'étincelle, mais très vite sur les barrages, on a vu des drapeaux français, des gens qui chantaient la Marseillaise, non pas par nationalisme ou par volonté obsidionale, mais tout simplement parce que la question de l'Union européenne venait souvent dans les débats entre les Gilets jaunes, on l'a vu sur nombre de barrages, sur nombre de ronds-points. Et la question de la sortie était venue, et du référendum était venue à ce moment-là. Et donc, moi, je ne sais pas prédire l'avenir, hein, et ceux qui prétendent le savoir sont des imposteurs. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que si la France, si on reste dans l'état actuel d'emprise, ça ne peut pas s'améliorer. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Lévy, pour vos réponses, pour votre franchise et la qualité de vos explications. Je rappelle que vous êtes signataire de la pétition référendum-ue.org, que vous avez donc signée avec d'autres. Et j'invite évidemment tous nos spectateurs, tous nos auditeurs à faire de même, à signer cette pétition dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Et nous allons maintenant prolonger l'entretien sur les thèmes que nous avons déjà abordés avec vous à l'instant. Très bien. Donc Pierre Lévy, donc vous êtes le rédacteur en chef du journal Rupture, dont nous avons parlé à l'instant, dont le slogan en quelque sorte est site ou journal progressiste radicalement eurocritique. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la ligne de votre journal précisément ? Alors, je vous remercie de m'en fournir l'occasion. Je vais effectivement essayer de répondre en quelques mots à votre question. Je ne peux que conseiller à nos internautes qui nous regardent de jeter un œil sur notre site, puisque maintenant notre média est en ligne, rupture au pluriel-presse.fr. Et donc cette ligne, c'est celle que nous avons tenue en fait avec le journal et au moment de sa fondation, quand il s'appelait encore Bastille République Nation, c'est effectivement une approche radicalement eurocritique. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce radicalement ? C'est précisément pour se différencier de ceux respectables, hein, le débat existe et c'est un débat contradictoire, qui pensent que l'Europe était une bonne idée au départ et qu'elle a simplement été dévoyée. Nous, notre point de départ, c'est celui que je rappelais il y a un instant, hein, c'est le fait que dès sa fondation, l'intégration européenne, sous ses différentes formes et sous ses différents traités, avait pour objectif de soustraire, de voler la souveraineté, c'est-à-dire la liberté au fond, hein, la liberté de chaque peuple, de décider de son propre avenir, des grands choix fondamentaux. Et donc, nous, notre propos est de, ce que je disais, de donner des informations et de proposer des analyses, de proposer des grilles de lecture qui réintègrent les questions européennes dans un débat national qui souvent fait l'impasse sur ces questions. Alors pas toujours, mais quand même de manière très large. Qui sait par exemple que dans les débats budgétaires actuels, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire ou peu à dire, mais qui sait par exemple que la somme que s'engage à verser la France, la contribution française à l'Union européenne, ne cesse d'augmenter et est prévue encore dans les projets actuels en augmentation. Je ne suis pas sûr que si la question était posée aux Français de savoir s'ils étaient favorables à cette augmentation, je ne suis pas sûr que la réponse soit un oui enthousiaste. Donc voilà, nous analysons aussi ce qui se passe chez nos voisins, quand il y a des élections dans un certain nombre de pays. Alors c'est des thèmes sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de concurrence. Par exemple, je prends l'exemple des élections qui se sont tenues il y a quelques semaines en République tchèque. Nous avons proposé sur notre site une analyse. Alors, elle est en première partie gratuite et pour son intégralité réservée aux abonnés. Aux élections tchèques qui n'ont pas été totalement indifférentes. Alors on peut se dire la République tchèque c'est loin, c'est petit, on ne connaît pas bien. Mais en réalité c'est une défaite alors une défaite prévisible auquel probablement Bruxelles s'attendait, mais quand même une défaite puisque ça risque avec le futur ancien qui va redevenir Premier ministre, M. Babiš, qui risque de rejoindre le camp des moutons noirs de l'Europe, de ceux que Bruxelles ne peut pas voir comme la Hongrie et dans une certaine mesure comme la Slovaquie. Alors, ce n'est pas pour autant que je suis un fan d'Andrej Babiš, un milliardaire, un oligarque, mais il a gagné les élections en donnant des arguments sur une double base, sur la base d'une réticence vis-à-vis de plus d'intégration européenne, voire de volonté de récupérer de la souveraineté,
Et puis, un appel à la raison en ce qui concerne l'augmentation et les discours agressifs dont je parlais tout à l'heure, qui sont ceux de Bruxelles vis-à-vis contre la Russie, en gros. Alors, je ne suis pas forcément un enthousiaste de la décision qui a consisté pour l'armée russe à entrer en Ukraine, mais les choses sont plus compliquées que ça, et la caractéristique des dirigeants européens actuels, c'est qu'ils considèrent qu'il faut donner toujours et encore plus d'argent en période de disette budgétaire pour aider Kiev, pour aider l'armée ukrainienne, alors même que ces sommes ne serviront à rien du point de vue de l'impossible victoire ukrainienne, mais qu'en revanche, elles prolongent les conflits de manière sans fin. Donc voilà, notre journal vient sur les questions, de fait, vient aussi sur les questions géopolitiques. Évidemment, on pourrait aussi parler des questions commerciales avec les droits de douane promus par le président américain. C'est une grande question qui marque l'actualité et qui secoue profondément, qui est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de forces dirigeantes commencent peut-être à se poser des questions sur l'opportunité et sur le bien fondé de poursuivre dans le sens de l'intégration européenne. Oui, alors moi j'encourage effectivement nos spectateurs également à s'abonner, je le suis moi-même. Et il y a une chose qui est frappante effectivement avec ce journal, c'est que c'est le seul, à ma connaissance, qui traite tout simplement des élections dans les pays de l'Union européenne. En règle générale, pour reprendre l'exemple de la République tchèque, mais c'est un silence radio de la part des autres médias qui pourtant promeuvent l'Europe à tout bout de champ, l'Union européenne à tout bout de champ, mais ils n'expliquent presque jamais ni les processus, ni les forces en jeu, ni les différences entre droite-gauche qui ne se recoupent pas exactement, effectivement, on le voit, notamment en particulier dans ces pays d'Europe centrale, où le paradigme politique est tout à fait différent. Et donc voilà, votre journal pour ça est tout à fait unique. J'ai d'ailleurs appris, à l'occasion de la consultation de cet article sur la République tchèque, qu'il existait là-bas deux autres partis qui promeuvent eux aussi la même idée que nous, c'est-à-dire d'avoir un référendum sur la sortie, alors non pas de la France et non, mais de la sortie de la République tchèque de l'Union européenne. Est-ce que vous avez plus de renseignements sur ces initiatives? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives d'ailleurs de ce genre-là dans d'autres pays? Alors, de manière générale, on va peut-être y venir dans un instant à quelques mots, parce que c'est dans de nombreux pays de l'Europe centrale, la question de l'intégration européenne fait l'objet de revendications de la part d'un certain nombre de forces politiques de sortie. Donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus, mais juste au passage pour souligner à quel point je partage ce que vous avez évoqué à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. On nous explique que l'Europe, c'est un tout, c'est une histoire commune, nous sommes tous frères en Europe, ce qui est d'ailleurs une manière d'exclure les non-européens, hein, comme si la France avait historiquement plus de relations avec l'Estonie qu'avec l'Algérie. C'est une absurdité, évidemment. Mais c'est un paradoxe, donc on nous explique que l'Europe, c'est une communauté de valeurs, une communauté historique, etc. Mais aucun, si je prends les grands médias télévisuels par exemple, ne juge utile d'informer sur en effet l'actualité qui se passe dans des pays européens, et sans même aller d'ailleurs jusqu'à des pays d'Europe orientale ou médiane, même quand il y a des élections, je ne sais pas moi, en Italie ou en Espagne, ou au Portugal. Il y a au mieux 3 phrases de brève au journal du soir, mais rien de plus. Alors même qu'on nous explique qu'on est une communauté. Voilà, donc le paradoxe que vous soulignez est parfaitement pertinent, en tout cas c'est pertinent de le rappeler. Alors, les mouvements pour sortir de l'Union européenne, il y en a à des titres divers. Alors, il n'y a pas de parti majoritaire qui le porte, mais il y a des partis qui sont dans des coalitions et qui ont cette revendication-là. Alors c'est le cas en effet en République tchèque, c'est le cas en Slovaquie. La Hongrie est un cas particulier puisque Viktor Orban, le Premier ministre, est une bête noire pour Bruxelles puisqu'il prend le contre-pied de l'essentiel désormais des grandes orientations, notamment en politique étrangère et en politique énergétique. Viktor Orban n'est pas quelqu'un qui revendique la sortie de l'Union européenne. Il faut rappeler que jusqu'à présent, les pays de l'Est, appelons-les comme ça si l'on veut, ont bénéficié, alors ce n'est pas les peuples qui ont bénéficié, mais
les finances publiques et les grandes entreprises des nationales, dans certains cas, ont bénéficié de fonds considérables et continuent à bénéficier de subsides financiers tout à fait considérables. Et donc, les gouvernements sont tenus, en quelque sorte, par cette manne européenne, sans laquelle ils seraient en difficulté pour assurer les investissements actuels. Il n'en reste pas moins que... mais ce n'est pas seulement le cas des pays de l'Est. Dans un autre registre, les Pays-Bas, où il y a eu des élections aussi récemment. Alors, dans un premier temps, il y a eu quelques commentaires sur le thème « Ah, le Geert Wilders, pour lequel je n'ai personnellement aucune sympathie, mais qui est considéré comme très radicalement critique aussi, même s'il ne parle pas vraiment de sortir de l'Union européenne, où il en a parlé, il est un peu oublié. Mais donc il reste presque ex aequo le premier parti des Pays-Bas, mais en recul, c'est vrai, et donc au profit d'un parti le D66, qui se revendique pro-européen. Mais en réalité, alors nous avions fait un article pour expliquer un petit peu ce mouvement qui est un peu atypique par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils nous ont lus, je ne pense pas, mais un certain nombre de commentateurs pro-européens ont quand même, quelques jours après, dit attention aux effets d'optique, les forces eurocritiques, ou ils s'appellent pas eurocritiques, eurosceptiques, disent-ils, restent très fortes, simplement, elles se sont réparties sur plus de partis que précédemment. Et donc, même aux Pays-Bas, il y a des forces qui prônent ouvertement un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est le cas également des pays scandinaves. Mais tout ça est lié à l'histoire, en fait. On parlait des pays qui furent membres du pacte de Varsovie avant la disparition de l'Union soviétique. D'abord, ils n'ont jamais été considérés comme des pays à part entière. Le terme même d'élargissement est significatif. Élargissement, c'est-à-dire qu'il y a un centre, et puis, entre guillemets, on arrime, c'est leur mot, c'était en annexe, un certain nombre de pays. Et dans ceux qui, dans les années 2000, enfin 2003, puis 2007, etc., ont réalisé ce saut qui a consisté à passer de 15 à 25, puis à 27, puis maintenant à 28, et désormais à 27 après le Brexit, ça a été quand même très significatif parce que c'était des réalités. Alors, il faut voir par exemple comment se passent ce qu'ils appellent les négociations d'adhésion. On ne négocie rien du tout. Les gens de Bruxelles discutent avec les gouvernements nationaux, pour les pays qui ne sont pas encore adhérents, pour aligner les législations nationales sur les critères et sur les normes et sur les règlements et les directives européennes. Donc ce n'est pas une négociation. Donc il y a vraiment, ils pensaient que ces annexions allaient être saluées par l'enthousiasme populaire. C'était faire fi de l'histoire de chacun de ces pays et faire fi du fait qu'on les invitait, mais on les invitait sur les bases déjà existantes, donc sans possibilité d'en dévier. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot d'annexion. Donc voilà, il y a en effet en Europe, en fonction des histoires politiques, des histoires nationales, qui sont chacune différentes, c'est pas qu'il y en a des meilleures ou des moins bonnes, elles sont différentes, et pour des raisons diverses, un nombre non négligeable de pays dans lesquels la question est posée par des forces politiques, souvent importantes, et parfois même partie prenante de coalition. Bah, écoutez, en tout cas, c'est très encourageant pour notre initiative. Hein. Si les gens pensent que nous sommes isolés, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. On pourrait imaginer un référendum au niveau de tous les peuples de l'Union européenne pour chacun en sortir dans son coin. Ça serait une sortie un peu extraordinaire. Mais il y a tout de même je vais apporter un correctif à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est vrai que la presse ne s'intéresse pas tellement aux élections dans les autres pays. Il y a quand même quelques exceptions. On l'a constaté récemment avec la Roumanie et la Géorgie, où là, il y a eu un battage médiatique absolument considérable pour nous expliquer que ces pays étaient en fait manipulés par l'ogre russe dans le cas de la Roumanie. Et à Géorgie, on a carrément eu quasiment un coup d'État de force européiste, cette fois, contre le pouvoir on peut qualifier de conservateur géorgien. Donc là, par contre, on voit que la lumière est mise de façon démesurée sur ces mouvements.
Alors, vous citez deux cas qui sont intéressants, mais qui sont bien distincts, puisque la Roumanie est membre de l'Union Oui, bien européenne, la sûr. Géorgie ne Bien l'est sûr. pas. Mais il y a l'Union européenne qui est toujours en arrière-plan, puisque la Géorgie, c'est Absolument. la question de son adhésion qui traîne depuis maintenant de nombreuses années, qui est toujours remise sur le tapis. Oui, là, qui est remise dans le placard, parce qu'avec l'orientation actuelle, ils ne sont pas contents du tout à Bruxelles de ce qui se passe en Géorgie, et donc ils sont très, très remontés, évidemment. Mais juste un mot sur la Roumanie. On en a parlé à la suite d'un modeste incident, qui est le fait que la Cour constitutionnelle ait trouvé que les résultats du premier tour de la présidentielle, qui s'était passé l'année dernière, n'étaient pas ceux qu'elle souhaitait. Et au prétexte de manipulation des réseaux sociaux et des outils numériques, la Cour constitutionnelle a tout simplement annulé ce premier tour. Et donc c'est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était quand même osé. Alors je suis pas un fan non plus de Georgescu, qui était le candidat qui était arrivé très largement en tête du premier tour, mais comme il était considéré comme un pro-Moscou, l'élection a été purement et simplement annulée et avec interdiction aux candidats en question de se représenter. Donc évidemment, ça n'a pas pu passer totalement inaperçu. La propagande nous a présenté tout ça comme le résultat direct des actions des services russes. En réalité, c'était faire l'impasse sur le fait qu'en Roumanie, pays dont je n'ai pas parlé il y a un instant, mais il y a également un fort mouvement de gens qui ne comprennent pas bien ce qu'ils gagnent à être intégrés au sein de l'Union européenne, et un mouvement qui est d'autant plus sensible aux frontières orientales du pays, parce que c'est ceux qui sont le plus directement proches du front ukrainien. Et ils ne sont pas sûrs, à juste titre, que la guerre ne les épargne pas un jour ou l'autre. Ou plus exactement, ils craignent qu'il y ait des débordements et qu'ils soient victimes de ces développements guerriers. Donc, effectivement, on en a parlé, mais sur un mode complotiste, c'est-à-dire c'est le complotisme des bien-pensants. Quand les élections ne sont pas conformes, on connaît ça avec les référendums, hein, enfin avec celui de 92, enfin avec celui plutôt où le non a été victorieux du traité constitutionnel, où ils ont essayé de trouver des moyens de faire passer quand même. Même s'ils n'ont pas fait passer le fond, c'est-à-dire le terme de constitution. Et ça, c'était quand même une victoire importante de tous ceux qui ont contribué à la victoire du non. Donc voilà, quant à la Géorgie, c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'à partir du moment où ils considèrent qu'un pays a des gouvernants qui ont des sympathies vis-à-vis de Moscou, il n'a plus sa place au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que tous les arguments, si on est une famille, on a une histoire commune, etc., ça disparaît pour laisser la place à la vérité toute nue, qui est le fait que si sur le plan fondamentalement de politique, l'intégration européenne est faite pour voler la souveraineté des peuples, sur le plan géopolitique, elle est faite, et elle tient ça aussi de son ADN, hein, d'origine, tout ça est né dans la guerre froide, hein, il y a 70 ans de cela. Dès l'origine, il s'agissait de faire un bloc atlantique face à l'Est. Et aujourd'hui, cet ADN ressort dans des conditions complètement différentes, évidemment, mais longtemps, les dirigeants européens ont considéré que l'élargissement était une victoire posthume sur l'Union soviétique. Et alors, plus étonnant encore, vous parliez des Pays-Bas tout à l'heure, ce qui est déjà le cœur un peu nucléaire, oui. Quoique à une taille plus modeste de l'Union européenne, mais récemment, un éditorial carrément de l'Allgemeine Zeitung, donc un journal très comment dire, mainstream, comme on dit, hein, très bon teint européiste, a descendu au vitriol, en quelque sorte, le concept même, oui. Finalement, de l'Union européenne. Alors là, c'est une petite révolution, en quelque sorte. Alors, avant de parler de révolution, disons que c'est un signe qui doit nous être, sur lequel on doit se pencher de manière attentive, être extrêmement attentif à ça, de bonne manière. Hein. Il faut rappeler d'abord que l'Allemagne est un pays prépondérant au sein de l'Union européenne, donc c'est pas comme si c'était Malte. Et la deuxième chose, c'est que le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung est un journal qui tire des centaines de milliers d'exemplaires, hein, qui est un peu un mélange, si on voulait faire une comparaison en France, avec entre le Figaro et les Échos, et qui reflète vraiment l'opinion conservatrice des milieux d'affaires. Et ce journal a donc récemment publié un texte d'un de ces journalistes bien en vue, bien connu,
qui descend en flammes l'idée même d'intégration européenne et qui dit que les fondements même de l'Union européenne sont aujourd'hui remis en cause. Qu'on a toujours considéré, et c'est un journal qui a toujours défendu l'intégration, hein, qu'on a toujours considéré qu'ensemble on était plus fort et que l'expérience vient de montrer qu'en fait tout le monde se tirait mutuellement vers le bas. Et que tous les dogmes fondamentaux qui leur avaient servi, mais il dit qui nous avaient servi à construire ça, sont aujourd'hui caducs. Et plaide en quelque sorte pour le retour des États-nations forts. Et on peut comprendre que quand il s'agit de retour des États-nations forts, il ne s'agit pas de l'Estonie, mais bien de l'Allemagne en particulier, dont sans doute un certain nombre de milieux dirigeants considèrent que le bilan avantage-risque de l'Union européenne est devenu peut-être problématique, voire négatif. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est des débats qui existent en réalité en Allemagne depuis longtemps, mais c'est quand même un signe auquel nous pouvons nous intéresser qu'un tel éditorial paraisse dans les conditions actuelles et qui balaye l'ensemble de l'existence de l'Union européenne, des aspects commerciaux et de la concurrence, à la politique militaire et de défense. Donc je crois qu'il faut y être extrêmement attentif et c'est pour ça qu'on a fait un article sur cette question dans notre média. Un autre peut-être aspect qui a pu pousser, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je formule, à la rédaction de cet éditorial, c'est de constater, parce que l'Allemagne le constate également, que en fait, le modèle européen au niveau de la mondialisation aujourd'hui paraît complètement dépassé. Oui. On le voit avec les droits de douane de Trump, on le voit avec finalement la politique à la fois d'abord la politique extérieure de la Russie et la politique que mène la Chine, qui finalement se fiche éperdument de ce que peut faire ou penser l'Union européenne à ce sujet. Alors, oui, l'éditorial dit d'ailleurs à ce propos-là, il semble que Trump écoute plus le Premier ministre hongrois que la présidente de la Commission européenne. Et il ajoute, personne ne s'occupe plus de l'Union européenne parce que ce n'est plus nécessaire de s'en occuper. Ce qui est quand même une phrase qui n'est pas mince. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses, vous l'avez cité, je partage cette approche. Il y a un certain nombre de choses, notamment sur le plan industriel et commercial, qui vient percuter le modèle européen. Sans doute beaucoup d'internautes sont conscients du fait que le libre-échange a constitué l'un des gènes de départ dans l'ADN européen, dans l'ADN de ce qui était même au départ les communautés économiques européennes. Alors ce gène, on ne remet pas en cause on ne peut pas remettre en cause son ADN, mais il est en train d'être pris en sandwich dans un monde qui change profondément, notamment depuis l'élection de Donald Trump ou la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche, puisque personne n'ignore qu'il a fait des tarifs, ce qu'il appelle les tarifs, c'est-à-dire les droits de douane, un outil majeur de sa politique extérieure et de sa politique commerciale. Et ça, et c'est pas n'importe quel pays, c'est entre guillemets, je mets ça entre guillemets, c'est le chef du monde libre. C'est-à-dire c'est le grand frère, c'est l'oncle Sam, à qui jusqu'à présent chacun des dirigeants de l'Union européenne faisait allégeance. Or, que les États-Unis remettent en cause ce dogme du libre-échange et déclarent ouvertement que tout ça est caduc, percute complètement les dogmes existants. Et puis l'autre élément, c'est qu'en effet, la Chine se développe, a un développement économique dont elle ambitionne qu'elle devienne la première puissance mondiale en 2048, qui rivalise ainsi d'ores et déjà avec les Américains, et qui acquiert une puissance industrielle, commerciale et énergétique considérable. Enfin, énergétique, elle doit acheter beaucoup d'énergie, mais elle en consomme considérablement, et donc elle représente, pour les partisans du libre-échange, une concurrence qui n'était pas prévue au programme. Donc coincé entre les droits de douane de Trump et les prix extrêmement concurrentiels des exportations chinoises, le terme de politique industrielle commence à ne plus être complètement tabou à Bruxelles. Il faut voir le bond que ça représente. Sauf que ils sont pris quand même, le dogme n'étant pas mis de côté, ils doivent coexister entre cette prise de parti fondamentale et le fait qu'ils ne peuvent pas rester complètement les bras ballants
face à une économie européenne ou une économie des pays européens qui est catastrophique. L'Europe est aujourd'hui la zone du monde où la croissance est la plus faible, avec les conséquences sociales que ça veut dire. Et au moment où on se parle, il n'y a quasiment pas de semaine sans qu'on apprenne la fermeture, et là je parle pour la France, mais ça vaut aussi pour l'Allemagne, de pans entiers de notre industrie. On pense à l'ancien Ascométal, le Novasco, qui était l'un des fleurons industriels et sidérurgiques du pays et qui est en passe d'être liquidé. Et ça n'est que le énième épisode. Et en Allemagne, les grands trusts, les grands groupes sidérurgiques souffrent. Enfin, souffrent. Les dividendes sont bien là. Alors, ceux qui ne souffrent pas, par contre, c'est les marchands d'armes. Rheinmetall, par exemple, a vu son cours de bourse multiplié par, je ne sais plus quel est le facteur, mais considérable. Mais en revanche, oui, du côté de l'industrie sidérurgique, du côté de l'industrie automobile, du côté de la machine-outil, tout ça est mis en cause par ces concurrences et par un prix de l'énergie en forte hausse. Prix de l'énergie en forte hausse qui est la réponse de Moscou, en quelque sorte, à la préparation guerrière de l'Europe. Puisque les sanctions, je rappelle qu'on en est au 19e ou 20e paquet de sanctions économiques décidées par Bruxelles contre la Russie. Je rappelle aussi que Bruno Le Maire, dont peut-être chacun a gardé le souvenir ou pas, je ne sais pas, prétendait en 2022 « nous allons mettre à genoux l'économie russe ». Bon, tout ça n'est pas survenu, loin de là. Mais le président russe a répondu aux sanctions par d'autres sanctions, et notamment par le fait de ne plus vendre de gaz à un certain nombre de pays, et avec l'intention explicite de faire mal en retour, en contre-sanction, aux économies européennes, et c'est rarement cité comme facteur explicatif des difficultés économiques auxquelles on est confronté. Mais donc voilà, pour terminer, pour conclure sur votre question, un des aspects importants, c'est donc cette politique industrielle dont on ne voulait jusqu'à présent pas entendre parler à Bruxelles et qui commence à revenir parce qu'on s'aperçoit qu'on va dans le mur. Et donc il y a d'un côté toujours ce dogme et de l'autre côté un certain nombre d'entorses au dogme qu'on est obligé de faire si on veut que tout ne s'effondre pas tout de suite. Mais on constate d'ailleurs, pour parler de la politique industrielle, qu'effectivement, l'effet du dogme se traduit dans l'espèce de chaos où sont prises les décisions. On voit, on a l'impression que l'Union européenne tire à U et à dia, puisqu'ils veulent d'un côté la transition écologique, d'un côté valoriser en quelque sorte le parc automobile, mais il y a des fermetures d'usines considérables, notamment dans le secteur automobile. Ils veulent faire concurrence à la Chine, mais ils importent de fait, à cause des impératifs écologiques, des véhicules, enfin ils facilitent l'importation des véhicules chinois. On se demande bien finalement où est-ce que tout cela peut nous mener. Alors votre question me donne l'occasion de rappeler quelque chose qui est important, c'est que la politique commerciale, du commerce international de l'Union européenne est une prérogative exclusive de la Commission européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas une prérogative partagée ou une prérogative des États, c'est bien une prérogative sur laquelle seul Bruxelles a la main pour négocier les traités de libre-échange. Et elle ne s'en prive pas, puisque il y a bien sûr le cas du Mercosur, qui est bien connu, où on se dirige maintenant très vite, hélas, vers une signature de ce traité Mercosur, avec, je rappelle, 4 pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Mais il y a des négociations en cours avec l'Inde, des négociations en cours avec l'Indonésie, qui se sont conclues récemment, enfin provisoirement. Et donc le libre-échange reste d'actualité, mais sous la seule Bruxelles est acteur. Ça veut dire que des pays européens qui ont des profils économiques très différents, des structures économiques très différentes, qui n'ont pas les mêmes intérêts, certains pays sont plus agricoles, d'autres sont plus tournés vers les aspects commerciaux, d'autres tel aspect de l'industrie plutôt que tel autre, certains disposent d'énergie, d'autres non, se voient imposer un menu unique et sans avoir leur mot à dire sur ce qu'il convient de faire. Et on citait cet exemple qui remonte maintenant il y a quelques années, du fait que l'Union européenne, dans les négociations à l'OMC, par exemple, l'OMC étant capilotable, mais à l'époque, était représentée par la seule Commission européenne, alors même que la Norvège, qui est un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, même s'il s'en rapproche pour
diverses raisons de forcing de ses dirigeants, mais la Norvège avait droit à un siège dans les négociations. Et les différents pays, les États-nations membres de l'Union européenne venaient voir les Norvégiens pour demander ce qui se passait parce qu'eux n'avaient pas accès à la formation. Donc c'est pour ça, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'une politique commerciale, elle tient compte, pour un pays, elle tient compte des intérêts du pays, en tout cas elle devrait. Or, ces intérêts sont différents d'un pays à l'autre et on veut imposer, c'est pas on veut imposer, et dans les faits, c'est bien la Commission qui a la haute main sur cette politique commerciale unique. Et alors, ça aboutit en effet à des mesures chaotiques telles que celles que vous énumériez. On voit toutefois que effectivement, l'industrie militaire se porte bien. Donc là, vous avez cité Rheinmetall à l'instant. En revanche, le projet SCAF a pris du plomb dans l'aile. Alors, il faut peut-être revenir un peu sur ce que c'est. Ça fait des années qu'on essaie de nous vendre un projet donc d'avion de chasse du futur, construit conjointement par Dassault en France et en Allemagne par différents acteurs. Dont Airbus. Dont Airbus, mais Airbus étant elle-même, elle-même partie française, quoique la partie militaire soit plutôt allemande. C'est Airbus Allemagne. Oui, voilà. c'est ça. Bon, finalement, ça a fait flop. Est-ce que, pareil, il faut y voir un signe positif d'un début de reflux de l'idée de suprématie européenne sur l'industrie, et en particulier sur les questions de défense? Alors, dire que ça fait flop, je serais peut-être un tout petit peu plus prudent. En tout cas, c'est un projet qui est un sujet récurrent de contradiction franco-allemande, ça c'est clair. Je ne sais pas s'il faut venir dans le détail du dossier. La partie française, en l'occurrence représentée par Dassault, considère qu'elle a les compétences et devrait donc avoir la maîtrise et devrait donc être chef de file dans ce projet. Et ce n'est pas évidemment du goût des autres partenaires. Donc moi, je suis évidemment plutôt satisfait quand l'industrie nationale ne se noie pas dans un conglomérat européen et perdrait des compétences et des savoir-faire. Après, d'abord, j'espère qu'à moyen et long terme, on arrivera à reconvertir un certain nombre d'industries militaires en industries civiles, parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même froid dans le dos de considérer qu'il y a un certain nombre de plans d'armement et de réarmement qui sont relancés, des usines qui tournent 24 heures sur 24, pour se préparer à une échéance dans quelques années où pourrait y avoir le choc frontal dont je parlais tout à l'heure. Donc ça fait un peu... Mais pour revenir à votre question, oui, je pense qu'il faut essayer... On parlait tout à l'heure de la première décision à prendre si on sortait de l'Union européenne. Ça me donne l'occasion d'évoquer une des multiples dimensions, c'est-à-dire, et ça se fera pas du jour au lendemain, reconquérir les savoir-faire, les technologies, la maîtrise industrielle, la maîtrise technologique dans un certain nombre de domaines clés de l'industrie qui faisaient la force de la France et qui sont en train d'être mis à mort, ou en tout cas très diminués. Donc oui, Macron parle de souveraineté européenne, mais encore une fois, c'est un oxymore, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire une souveraineté d'une entité qui n'a pas de peuple ? Parce que ce qui définit un pays au sens politique du terme, c'est son peuple au sens politique du terme. C'est-à-dire le cadre dans lequel les décisions politiques sont prises en fonction des contradictions internes, mais en fonction d'une culture politique commune. Et ça, l'Europe n'existe pas et ne peut pas exister. Il n'y a pas un peuple européen. Il y a des peuples qui ont droit, chacun, petit ou grand, d'avoir la possibilité, la liberté de décider de leur avenir. Et un troisième volet que j'avais mentionné tout à l'heure, au sujet de la transition écologique. La Commission européenne, l'Union européenne se veut très vertueux, et vertueux parmi les vertueux là-dedans, sur ce sujet, et elle veut absolument transformer, de façon peut-être un peu magique, profiter de l'occasion pour propulser l'Union européenne dans les pays les plus industrialisés, en promouvant donc une énergie verte, une économie verte. Mais enfin, pour le moment, on n'en voit pas tellement les fruits. Je n'ai pas l'impression que le soubassement technologique soit tout à fait mûr, et même s'il l'était, très souvent, il repose sur des technologies qu'on ne maîtrise pas, ou sur des matières premières dont on ne dispose pas. Donc, est-ce qu'il y a réellement un ressort réel, concret? Alors, vous avez raison de rappeler le mot vertueux. L'Union européenne se veut vertueuse.
ne fais pas de jeu de mots avec ce terme, mais je mettrais beaucoup de guillemets. Parce que pour moi, pour être franc, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les thèses écologistes, mais c'est le citoyen Pierre Lévy qui parle, là, qui n'engage que lui. Et je considère qu'en réalité, derrière la bonne conscience verte, se joue en réalité la fin de l'industrie ou la réduction de l'industrie. Donc moi, je pense que le propre des sociétés humaines, c'est de se développer, c'est de transformer la nature, évidemment de manière raisonnée et anticipée, mais c'est pas de revenir de 100 ans ou 50 ans en arrière. L'écologie comme une sorte d'euthanasie, quoi. L'écologie comme une sorte de religion sacrificielle, et accessoirement comme une sorte d'outil géopolitique, et accessoirement comme une sorte aussi de manière d'imposer l'austérité qu'on rebaptise pour l'occasion sobriété. Et j'ai en tête encore ce ministre qui parlait de sobriété imposée. Subie, de sobriété subie. Voilà, alors je ne sais pas ce que c'est que la sobriété subie. En tout cas, ça ne me dit rien qui vaille. Donc j'ai été de ceux qui s'inquiétaient très vivement de l'activisme de la Commission européenne sous Ursula von der Leyen numéro 1, c'est-à-dire son précédent mandat, qui avait fait du pacte vert l'alpha et l'oméga de sa politique. Et il fallait donc, en ce nom-là, renoncer à un certain nombre d'acquis industriels. Et par exemple, dans le pacte vert, c'est parmi les 1001 mesures, paquets et autres directives, ou projets de directives, où certaines ont été adoptées, comme celle par exemple prévoyant l'interdiction des véhicules à moteur thermique d'ici 2035. Je fais partie de ceux qui voyaient ça d'un très mauvais œil. Et donc je vois maintenant une évolution, puisque les priorités, en réalité, cette verdure, ce verdissement qu'ils voulaient imposer, c'est pour les raisons que je disais, c'est des raisons sociales et des raisons de profit. Mais et fondamentalement régressive et réactionnaire, parce que, bon, je ne développe pas le sujet. Je constate que le mandat de l'actuelle présidence de la Commission européenne, von der Leyen II, est en train de défaire petit à petit un certain nombre de mesures entre guillemets vertueuses qu'elle s'était échinée à prendre lors de von der Leyen I. Au grand désespoir des écologistes et de toutes les forces qui, soi-disant, défendent l'environnement. Et ce n'est pas le seul exemple. Chaque jour, on apprend, par exemple, que telle loi va être passée qui défait la directive qui avait été... Alors, personnellement, je m'en réjouis plutôt. Mais ils sont face à des contradictions objectives. C'est-à-dire la fin des moteurs. Il y avait peu de spécialistes qui pensaient qu'on pouvait se passer à l'échéance de 2035 des voitures thermiques, sans même parler du fait de la démonstration que ces véhicules, si on prend l'ensemble de leur durée de vie, c'est-à-dire si on intègre leur construction et leur destruction, soit vraiment un avantage pour la planète. Mais c'est un autre débat. En tout cas, c'est un exemple, et vous avez raison de le souligner, un exemple de contradiction nouvelle, où la priorité, avant 2024, entre 2019 et 2024, était de transformer ce continent, enfin cette Union européenne qui ne représente pas tout le continent, en donneur de leçons vertueuses, comme vous l'avez dit, pour le monde entier, ce qui lui a d'ailleurs aliéné pas mal de pays du Sud global, qui considèrent que l'Europe n'est pas forcément bien placée pour donner des leçons et que c'est un peu du colonialisme à juste titre. Ils considèrent à juste titre que c'est du colonialisme vert que de leur imposer des normes, alors même qu'eux ne sont pour rien dans le réchauffement, par exemple. On peut débattre de ces causes, etc. Donc voilà, ils sont devant ces contradictions. Il y avait une priorité, c'était le pacte vert pendant 5 ans. Aujourd'hui, l'autre priorité, outre le fondement qui est d'enlever et de saper toujours plus la souveraineté des peuples, c'est de se mettre en ordre de bataille militaire. Et donc, ça devient maintenant, et de réagir aux défis géopolitiques qui sont posés à l'Union européenne. Et donc, le changement de priorité donne lieu à des contorsions qui ne sont pas désagréables à regarder pour ceux qui sont radicalement eurocritiques. Enfin, dernière question. À votre avis, outre notre référendum, quel peut être le point de rupture de l'Union européenne ? Je l'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas... c'est difficile de savoir quel scénario va se jouer. Il y en a des multiples. Imaginons
et malheureusement pour l'instant c'est une hypothèse d'école, qu'une force politique en France soit prête à engager des politiques qui désobéissent explicitement au fondement même de l'Union européenne, ça amènera forcément des tensions. Qu'on se rappelle en 2015 ce qui s'était passé avec la Grèce, où pourtant le Premier ministre ne parlait pas de sortir de l'Union européenne. Mais le simple fait qu'il ait mis en cause, dans un premier temps, les mesures d'austérité que l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne tentaient d'imposer, la fameuse Troïka, le fait qu'il les mette en cause dans un premier temps a déclenché des séismes. Alors, une des conséquences, c'est quelques mois plus tard, le Premier ministre a fini par s'aligner sous la pression, précisément parce qu'il n'était pas un partisan de sortir de l'Union européenne. Au nom du fait qu'il fallait rester, il a imposé les sacrifices que l'Europe entendait lui faire, dont l'Europe entendait lui faire porter le chapeau. Il me semble même que le 6 juin 2015, il y a eu un référendum appelé par le Premier ministre grec pour ou contre les mesures de la Troïka. Le non l'a emporté avec plus de 60% des suffrages, et 15 jours plus tard, le Premier ministre mettait en œuvre les mesures que la grande majorité des Grecs avaient refusées, alors même que lui-même prônait théoriquement le non. Donc ça montre que c'est pas facile d'avoir un gouvernement politiquement déterminé qui souhaite affronter l'Union européenne. Mais si un tel gouvernement se dessinait en France ou ailleurs, ça serait une manière de sortie différente de celle d'un référendum, mais qui intègre une donnée fondamentale, c'est que ça soit un référendum ou que ça soit un bras de fer, c'est toujours le peuple qui doit avoir le rôle moteur dans le refus et dans la construction d'autre chose. Et donc, c'est un scénario possible. Il y a un autre scénario que j'évoquais aussi d'un mot tout à l'heure, c'est un délitement de l'Union européenne. C'est une hypothèse qui n'est pas invraisemblable. Hein. Je dis, ça ne se réalisera pas dans les 15 jours qui viennent, mais dans les années qui viennent, personne ne peut prétendre que l'Union européenne existera toujours, en tout cas sous sa forme actuelle. Et c'est une des raisons d'inquiétude, voire d'angoisse, d'un certain nombre de dirigeants européens qui sont assez lucides, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, mais qui sont assez lucides pour comprendre que tout est en train de partir à volo. Enfin, tout est en train de partir à volo. En tout cas, les contradictions sont en train de monter de toutes parts. Les querelles se multiplient sur un certain nombre de terrains, multiples et variés. L'élargissement, le fameux élargissement dont j'avais parlé, ils veulent poursuivre le processus jusqu'à faire en sorte que l'Europe ait 30 ou 35. Ça ne se fera pas. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que ça ne se fera pas, mais certains continuent à marcher vers le mur. Donc, qu'est-ce qui se passera exactement? Est-ce que ça sera une révolte d'un pays en particulier? Est-ce que ça sera des dirigeants qui, devenus lucides, considèrent qu'il faut freiner avant d'atteindre le mur? On verra. Tout est ouvert et personne ne décide tout seul de ce qu'il en est. Ce qui importe, c'est que ce soit le peuple qui, en dernière analyse, soit le décideur. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Pierre Lévy, pour ces paroles avisées et évidemment un nouvel appel à signer notre pétition référendum-ue.org, dont vous êtes un signataire émérite et de longue date. Je rappelle que vous êtes également rédacteur en chef du journal Rupture, donc sur un site internet. Comment on peut s'abonner à votre journal ? Écoutez, j'invite tous ceux que ça intéresse à aller sur notre site, donc Rupture avec un S-presse. .fr, rupture au pluriel presse, Google connaît, et de consulter j'invite chacun à consulter les articles, en tout cas le début des articles que nous publions à raison d'1 ou 2 par semaine, sur des sujets divers, mais qui ont tous trait à l'Europe, ou aux questions géopolitiques qui lui sont liées, et il y a évidemment la possibilité sur le site de souscrire un abonnement mensuel, un abonnement par prélèvement, et nous considérons évidemment que c'est important que nous ayons les moyens de notre indépendance, et c'est pour ça que nous sommes fiers d'avoir les lecteurs et les internautes qui nous sont fidèles, pour certains depuis 20 ans, et d'autres depuis un peu moins longtemps, mais en tout cas qui ne nous quittent pas, et à qui peut-être nous donnons un peu d'espoir à travers nos informations, les informations que nous donnons, car au fond, si d'un côté il y a un certain nombre de mauvaises nouvelles qu'on subit dans chacun des pays, il y a aussi un certain nombre de signes d'espoir dans
dans la panique ou l'affolement, dans un certain nombre de circonstances, de nos adversaires. Donc c'est ces questions que je suggère aux internautes qui sont intéressés de venir découvrir sur notre site. Et je les en remercie par avance. Et ben nous aussi, nous sommes dans une situation un peu similaire. Notre chaîne a besoin d'abonnements, notre chaîne a besoin de soutien. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à mettre un pouce dessous et à commenter les propos de nos invités. Voilà. Nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain invité, un prochain signataire de référendum-ue.org.